Bien, donc on va entamer la première conférence plénière qui va être donnée par le professeur Mohamed Boudour. Professeur Mohamed Boudour qui dirigeait un grand laboratoire de recherche à l'université Houari Boumediene, ancien diplômé de l'École nationale polytechnique, et actuellement il active énormément dans la coopération internationale, les projets européens, etc. Donc je l'invite à nous présenter sa conférence sur la fiabilité des réseaux d'énergie électrique. Et il a 30 minutes pour l'exposer et on a prévu une dizaine de minutes de questions-débat. 40 minutes le tout. Voilà, je vous remercie, vous pouvez démarrer. Merci professeur Boukar. Donc, bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashrafil moursalin. Très bien, d'abord c'est toujours un honneur de venir, et un plaisir de venir à Béjaïa, dans cette célèbre université de Béjaïa, pour retrouver déjà mes amis, mes frères, mes collègues. Donc c'est chaque fois une bonne opportunité. Aussi, je tiens à... Parce que c'est la journée de fiabilité, est une journée vraiment, elle est pleine d'histoire. Et c'est ça ce qui m'intéresse dans ce genre d'événement. En écoutant nos collègues anciens parler de l'historique de cette journée, comment la fiabilité elle a pris cette ampleur. Vraiment, c'était les anecdotes, les histoires, les petites histoires, avec les histoires des mathématiques. Chaque fois, on apprend des choses nouvelles. Ça permet de se forger des idées très intéressantes. Même je parle à nos étudiants, nos doctorants, c'est toujours bien de revenir en arrière et d'apprendre de l'histoire, et c'est comme ça qu'on peut aller de l'avant. Donc c'est pas une perte de temps, il faut apprécier ça. Donc voilà, pour revenir à la thématique que je vais présenter, professeur Boukar a parlé donc d'une dizaine d'années où je faisais presque la même présentation, sauf qu'il y a des mises à jour. Donc il y a toujours des nouveautés et il y a des reciblages qu'il y a lieu de faire. Pourquoi? Parce que quand on parle de fiabilité des réseaux d'énergie électrique, on va parler d'indicateurs de fiabilité, bien sûr. On va parler aussi de certaines applications. Et les réseaux électriques, c'est des systèmes complexes qui sont très variables. Et ça change, disons, de décennie à décennie. Parce que vraiment, la période, il y a plein d'investissements dans ces ouvrages électriques. Et la tendance maintenant, on parle plus de systèmes dispersés, de systèmes décentralisés. La production dans le temps, elle était vraiment transversale. Il y avait un seul chemin de transit d'énergie. Donc il y avait les centrales, les fameuses centrales électriques, qui produisaient l'énergie électrique et transmettaient cette énergie via des réseaux de transport à haute tension, très haute tension. Et puis il y a l'étape distribution. Et ça allait dans un seul sens. Maintenant, avec les nouveaux réseaux électriques, la topologie du système, elle change. C'est devenu très variable et il y avait maintenant, on peut intégrer des sources de production partout, pas uniquement au niveau de la haute tension, mais même dans la basse tension, dans la moyenne tension, à tous les niveaux, toutes les couches, on a ces intégrations. Et donc, les flux d'énergie, ils vont être bidirectionnels dans les deux sens. C'est-à-dire, comme on peut alimenter des charges, au niveau de la moyenne tension, c'est des charges vraiment industrielles, c'est pour les grandes usines, comme on peut le faire dans la basse tension, on peut aussi injecter de la basse tension vers le réseau et de la moyenne tension vers le réseau. Vous voyez, cette bidirectionnalité fait que le système il devient complexe. L'analyse, elle est complexe. D'accord ? Donc les outils qu'on a l'habitude d'utiliser doivent être revus et on est en train de les développer, d'intégrer de nouvelles techniques, de nouvelles technologies. On a pratiquement des notions nouvelles. On est en train de parler de réseaux intelligents, ce qu'on appelle, entre parenthèses, les smart grids. C'est les réseaux donc intelligents. Cette intelligence, elle vient d'où? Elle vient tout simplement par le fait que l'information devient un outil qui est très important pour la communication entre les ouvrages, entre les centrales électriques, les centrales et les postes et les consommateurs et le distributeur. Vous voyez, donc toute cette boucle de communication, c'est une couche qui est imprégnée dans la couche initiale. La vocation, donc, c'est transmettre d'abord de l'énergie, mais il y a aussi la couche de communication qui est entrée. Et donc, ces deux couches
d'accord, vont faire que le réseau il devient très complexe à traiter. C'est pour ça que la fiabilité, elle va donc être vraiment changée. Les applications sur les réseaux nationaux, je vais prendre quelques réseaux, des réseaux nord-américains, des réseaux européens, et bien sûr, je vais parler un peu de réseaux algériens. Qu'est-ce qu'on est en train de faire chez nous, d'accord? Voilà à peu près donc le sommaire. D'abord, la définition de la fiabilité. Vous avez des définitions, plusieurs définitions. Alors, il y a le Comité international d'électrotechnique, le fameux IEC, ou bien CUI, si vous voulez, ou bien il y a aussi la définition SIGRE que je prends ici, je reprends telle qu'elle, et la définition I3E PES. PES, c'est Power and Energy Society. Donc, c'est la société électrotechnique d'énergie, donc elle est très connue parce que c'est pas une norme, mais c'est une recommandation. C'est les techniciens de l'électrotechnique qui ont proposé ou bien préconisé des mesures, des définitions, donné des définitions à certains concepts où toute la société elle est d'accord dessus. Donc c'est un peu les. Donc pour résumer ces deux définitions, on parle de fiabilité en termes d'adéquation et de sécurité. Ça, c'est la définition SIGRE, la première qui a eu le jour dans la fin des années 80-90. Ensuite, dans les années 2000, la définition I3E, qui parle de notions qualitatives. D'accord ? On parle de confiance technique. Et surtout, le terme qui revient, c'est la probabilité d'être en état de bon fonctionnement. Et donc, ça, c'est un peu les deux définitions les plus alors pour SIGRE, la fiabilité, c'est de l'adéquation et de la sécurité. Donc vraiment c'est clair. On a donc deux grands sous-axes ou bien sous-domaines qu'on va définir comme suite. L'adéquation, c'est quoi? C'est l'existence d'une production suffisante permettant de satisfaire la demande de charge à chaque instant. En d'autres termes, c'est l'égalité entre la production et la consommation. Satisfaire la demande pour chaque variation de demande, chaque demande qui est demandée, enfin je parle de charge, hein, de la consommation, on doit avoir les groupes de production qui peuvent satisfaire cette demande. La sécurité, c'est carrément la capacité du système à faire face à des perturbations intempestives, des perturbations, des contingences. Donc là, c'est une autre définition. Sécurité, sûreté de fonctionnement aussi. Hein, ça peut être aussi, le terme sûreté de fonctionnement il est utilisé. D'accord ? L'adéquation, donc, je reprends aussi la définition de SIGRE, c'est la mesure de la capacité du réseau électrique à alimenter la charge dans tous les états d'équilibre possibles en respectant les normes établies. Et donc, satisfaire la charge tout en respectant les normes. Les normes, c'est tout ce qui concerne les limites techniques de fonctionnement des appareillages, des machines, des dispositifs de transport. C'est un peu, on parle de les marges en termes de tension et fréquence d'une manière générale. D'accord ? Tension dans les limites, la fréquence, qui est un paramètre réparti sur tout le réseau, doit être dans les limites. Ce qui est bien, avec l'interconnexion, on n'a plus de problème depuis une quinzaine d'années, on a la fréquence, pratiquement la même fréquence 50 Hz qui est constante, et c'est la même fréquence du réseau européen, parce qu'on est interconnecté via l'Espagne. Donc ça, c'est depuis 15 ans. Avant, il y avait une certaine fluctuation de cette fréquence, où on avait des variations quand même qui sont plus ou moins importantes. Hein. Donc l'adéquation, il y a aussi la prévision de charge, qui est un outil très important. Il y a une prévision à J-1 par exemple en rouge, et ça c'est la consommation réelle. Cette prévision de charge est très importante parce que ça permet au dispatcher, l'opérateur système. L'opérateur système, c'est celui qui va contrôler le flux d'énergie dans le réseau. Nous, on a un opérateur système, un dispatching national qui est situé à Alger, et on a des dispatchings régionaux qui sont situés à Oran et à Sétif, à Annaba, et un au sud. Donc on a pratiquement 5 dispatchings régionaux à Darar. Donc c'est des dispatchings qui sont très importants. Ils permettent à l'opérateur système, au contrôleur du réseau, de contrôler l'énergie à tout moment. La courbe, elle leur permet donc de dire quelles sont les centrales qui vont marcher, qui ne vont pas marcher, qui vont être dispatchées au fur et à mesure, d'accord, pour à chaque instant. D'accord. Voilà, donc l'analyse de la fiabilité, on entre directement dans l'analyse, qui est une thématique très importante. On distingue donc 3 niveaux hiérarchiques: la production, le transport et la distribution. Donc il y a le niveau 1, c'est la production, c'est toutes les centrales électriques qui produisent l'énergie électrique.
Le niveau 2, c'est la production plus le transport, donc à très haute tension, à 400 kV, 220 kV, donc c'est les niveaux de transport. Et on a plus bas la distribution. Et là, ça concerne tous les niveaux de tension faibles. Donc ça va de 30 kV et plus bas que ça, 500 kV. Et on parle de production, transport, distribution. Et là, ça devient emblématique. Parce que là, le problème devient très important en termes de dimension. Et donc les outils utilisés sont plus complexes. Donc là, le niveau 3, vraiment, il y a une dimension importante. La plupart des techniques probabilistiques utilisées, donc on définit déjà des techniques à base de probabilité, quand il concerne l'évaluation et l'adéquation, de l'adéquation, l'évaluation de l'adéquation. Donc la sécurité, il y a d'autres outils qui permettent de traiter la sécurité électrique. Et la sécurité, la sûreté de fonctionnement, c'est un outil qui est utilisé généralement en exploitation. Là, je vais faire la différence donc, dans les études de planification et les études d'exploitation. Les études de fiabilité appliquées à l'exploitation sont différentes des études de fiabilité appliquées à la planification. Donc l'exploitation, on parle d'exploitation, c'est vraiment le temps réel qui est important. D'accord. La sécurité, elle est généralement utilisée en temps réel. Et ça, c'est les opérateurs, ils ont donc des outils qui fonctionnent en temps réel suite à des perturbations, par exemple des pertes d'ouvrage, pertes de lignes, pertes de centrales de production, pertes d'un transformateur. Donc on aura vraiment une partie de la production ou bien qui n'arrive plus à la consommation. Et là, on vérifie, est-ce que le réseau il reste toujours fiable en termes de fonctionnement sûr, parce qu'on parle de sécurité, ou non. Est-ce que le réseau est sécure ou non sécure? Le terme sécure, il est utilisé. Même en français, on l'utilise de plus en plus. Hein. C'est l'anglicisme qui a été donc adopté par les Français. Alors, production, transport, distribution, voilà l'architecture d'un réseau classique. Donc, vous avez donc le niveau haute tension, d'accord? Ça, c'est le niveau donc production et transport haute tension. Vous avez le niveau distribution, là, on descend, d'accord? Plus bas. Et vous avez ensuite le niveau carrément basse tension avec les départs secondaires et primaires. Et là, on a, bien sûr, on alimente un peu les consommateurs terminaux qui sont les clients basse tension BT classiques. Mais sinon, c'est déjà, on aura, à partir de la distribution, on peut avoir déjà les premiers industriels, les premières industries qui vont être alimentées par ces réseaux de distribution. Voilà. Donc le réseau RNE, il est plus maillé qu'ici. Hein. En plus, on se rapproche de la basse tension, plus le réseau il devient radial. C'est important la notion de maillé, bouclé ou bien radial. Ça permet de faire la distinction entre les différentes topologies d'un réseau électrique. C'est un peu plus compliqué. Là, j'introduis donc le réseau classique, donc la production, le transport, et je vais introduire petit à petit des éléments très importants. C'est ce que j'appelle la production dispersée. Donc là, on parle d'un réseau qui est décentralisé. La production dispersée, c'est toutes les productions à base de solaire, éolienne, piles à combustible, batteries de stockage, et j'en passe, qui sont donc intégrées dans les réseaux à différents niveaux. On peut les avoir ici, au niveau de la moyenne tension déjà, 100 kW, 1 MW, on peut les avoir aussi en haute tension, hein, jusqu'à 25 MW, c'est carrément, on peut les intégrer à 220 kV. Là, c'est un peu plus bas, et bien sûr, on peut les avoir même en basse tension dans les domiciles, où on a vraiment des tensions très, très basses. On peut avoir jusqu'à 100 kW de panneaux solaires qui sont intégrés. Donc, ça, c'est un peu l'architecture nouvelle, ou bien la nouvelle topologie des réseaux électriques. Donc, la fiabilité d'un système, on la différencie de la fiabilité des composants. On fait la différence. Hein. Donc, la même chose pour la sûreté de fonctionnement du système, la sûreté de fonctionnement d'un composant. Mais on peut, en admettant que chaque composant possède sa propre fiabilité, on peut trouver la fiabilité globale du système avec un calcul simple. Ça, on va essayer de le faire maintenant. Je passe un exemple simple, très simple, hein, je ne vais pas compliquer. Donc vous avez un producteur
Ça, c'est un peu le nœud, c'est le jeu de barre, si vous voulez, c'est le poste. Ensuite, vous avez une ligne, vous avez un transformateur, abaisseur, ça c'est la haute tension, hein, c'est transformateur, ligne, transformateur abaisseur, une charge, un nœud qui va alimenter un deuxième départ avec un transformateur et une charge. Regardez. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est d'alimenter cette charge et la charge 1 et la charge 2. Okay? Maintenant, si je fais un petit calcul et je prends un schéma équivalent du générateur vers la charge, je mets tous ces éléments en série. Donc, si je suppose que la probabilité que le composant I fonctionne, je l'ai noté RI, la probabilité que le composant I est défaillant, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, c'est la défaillance plutôt que la probabilité de fonctionnement. Donc, c'est M moins RI. RS, c'est la probabilité que le système fonctionne, c'est-à-dire que l'alimentation, elle est assurée pour la charge 2. Donc, je vais multiplier, parce qu'ils sont en série, R du générateur, du transformateur, de la ligne 1, de la ligne 2 et du transformateur abaisseur. Donc là, vous aurez le produit de ces probabilités. Si je suppose que la probabilité de chaque élément est égale à 0,99, soit 0,01 en termes de probabilité de défaillance, on aura RS égale 0,951 et PS égale 0,049. Regardez, là vous voyez que le système est défaillant à 5% du temps. Okay? C'est un calcul très simple, 5% du temps. Par contre, le fait d'ajouter une deuxième ligne ici, non, ça c'est, j'enlève cette ligne et je vais avoir une deuxième ligne. Je vais avoir une deuxième valeur pour la charge 2 qui sera alimentée uniquement par cette ligne 2. Et bien sûr, je vais avoir une meilleure fiabilité parce que j'ai ajouté une autre ligne directement pour alimenter la charge 2. Il y a une petite amélioration. Donc là, la probabilité, c'est de 0,04. 0,04, c'est 4% du temps. Le système n'est pas alimenté à 0,04 du temps. On a quand même réduit cette probabilité. Pour le troisième cas maintenant, regardez, plus le réseau est maillé. Là, carrément, j'ai des lignes ici, j'ai une ligne ici, j'ai une ligne ici. Donc là, vraiment, j'ai beaucoup de chemins de transit d'énergie du générateur vers la charge L1 et L2. Donc automatiquement, je vais avoir une meilleure fiabilité. Ça, c'est un peu l'analyse de la fiabilité. Si je calcule le schéma équivalent, je vais obtenir donc une probabilité de 0,997. Donc voilà. Donc là, j'aurai 3% du temps. La charge 2 n'est pas alimentée. Okay? C'est quand même une autre amélioration. Encore mieux, si j'ajoute un autre groupe de production, le schéma il devient encore plus intéressant. Et voilà, ça c'est le fait d'avoir plusieurs redondances de lignes et de générateurs. Donc j'aurai plusieurs chemins. Et là, vous allez voir que la charge 2, elle sera alimentée à 1% du temps. Donc ce qui est pratiquement la même probabilité que si j'ai un seul, pour le cas d'un seul élément, de transformateur ou de ligne, etc. Donc le système est aussi fiable qu'un seul composant. Un simple exemple, ça vous montre que plus le système est maillé et plus la fiabilité elle augmente. Alors, la sécurité par contre, si je prends la définition de Sigré, là on parle d'intégrité du système, on parle de comportement du système suite à une perturbation, à une perte d'un ouvrage, une perte d'une ligne chargée. Et donc là, on frôle un peu le concept de la stabilité. Il y a un autre concept qui est très important, c'est la vulnérabilité, c'est nouveau aussi. La résilience, tiens, la résilience aussi, c'est un nouveau terme, c'est un nouveau axe qui est en train de se développer. C'est différent aussi, parce que la résilience, on parle de capacité du système à supporter des grandes perturbations, de très grandes perturbations, d'accord? Donc c'est des catastrophes, je parle de catastrophes carrément, des tremblements de terre et autres. Ça, c'est le concept de résilience qui est en vogue. J'ai 2 doctorants qui travaillent dessus, hein, donc, qui travaillent sur la résilience des réseaux électriques. Et si ça vous intéresse, il y a plein de bibliographies que nous avons récoltées. Et il y a même des publications qui sont en cours dans le domaine de la résilience. Donc, pour revenir aux intervalles de la sécurité, voilà à peu près, donc, dans le terme planification, d'accord, à long terme, à moyen terme et à court terme. D'accord? Et bien sûr, vous avez le real time, c'est le temps réel. Vous
voyez, donc la sécurité, elle peut être vue de plusieurs. C'est-à-dire, il y a en termes d'échantillonnage, en termes de temps, c'est vraiment, vous avez et dans chaque partie, vous avez des outils qu'on utilise. D'accord ? Bien sûr, les outils qu'on utilise, c'est des outils mathématiques, où on est obligé de modéliser les systèmes par des modèles statiques, si on est dans le long terme, par exemple. Okay, plus on se rapproche du temps réel, le modèle devient plus complet, plus complexe. C'est le facteur temps. Donc on doit intégrer des équations différentielles, des machines, des transformateurs, des lignes, etc. Donc le modèle, vraiment, il est complexe. Et paradoxalement, on a besoin du temps réel. Vous voyez, donc si on veut vraiment une précision correcte, et donc on est obligé d'utiliser des solveurs robustes pour essayer de toucher le temps réel. C'est ce qui est utilisé justement dans l'analyse de la sécurité en temps réel par les opérateurs système. Donc c'est des outils robustes. On les a développés chez nous. On a aidé Sonelgaz pour qu'ils travaillent, pour que les opérateurs travaillent avec ces outils modernes. Et bien sûr, les outils qu'on a développés, c'est des outils basés sur des systèmes déterministes, classiques. Mais les calculs mathématiques modernes font recours à des méthodes dites intelligentes. Donc, je vais en parler dans quelques temps. Voilà à peu près les marges de sécurité, la profondeur de coupure. On définit des zones de sécurité suivant les contingences ou bien les perturbations qui vont apparaître, la perte d'un jeu de barre de 400 kV, la perte d'un transformateur, d'une ligne, d'un groupe. Vous voyez, donc on parle de perte d'ouvrage. C'est ça pratiquement l'incident majeur qui nous intéresse dans les réseaux électriques. Et bien sûr, on essaie de définir des zones iso-risques, par exemple, la zone des risques acceptables, ici en vert. Et donc, on a pratiquement les conséquences de ces contingences en termes de sécurité, de marge de sécurité. Là, le système, il y a une grande marge de sécurité. Là, le système, même suite à des pertes d'ouvrage, le système, il continue à travailler, à fonctionner. On l'a vu cet été, on est arrivé à 16 800 mégawatts dans la pointe. C'était 23 juillet, 24 juillet, je crois. Le réseau national, il a subi un stress énorme. Et malgré ça, pour votre information, les gens ne le savent pas, mais il y a plus de 1200 mégawatts en plus, c'est-à-dire on est arrivé presque à 20 000 mégawatts fournis. Les 1200, bien 1300 mégawatts à peu près, ils étaient fournis au réseau tunisien qui avait subi le même stress. Et on a soulagé le réseau tunisien pour qu'il ne tombe pas en panne. Vous voyez, cette marge était très importante pour nous. La production nationale installée de 24 000 mégawatts, sachant que le pic est entre 19 000, maximum 19 000. Le reste, c'est vraiment une réserve très intéressante, très importante, qui peut soulager le réseau en cas de perte d'un ouvrage important. Et donc ça, il faut essayer de garder ces proportions. Donc, je reviens à la planification. Je parlais un peu d'exploitation. C'est autre chose. La planification, c'est aussi très important parce qu'on parle de coût minimum pour un niveau de fiabilité adéquat. Vous voyez, là, on est en train de planifier des ouvrages, un réseau futur. Si je veux, par exemple, intégrer, je ne sais pas, on parle de 2000 mégawatts ou bien de 15 000 mégawatts d'ici 2035 en énergie renouvelable. Et donc, il faut essayer de parler de fiabilité. C'est la première étude qu'on fait. C'est quoi la fiabilité? Pour dire est-ce que cette intégration va maintenir le fonctionnement sûr du réseau avec les normes, enfin les limites adéquates, les standards adéquats en termes de tension, de fréquence, etc. Donc ça, c'est un point d'étude très importante. On est en train de faire tous ces scénarios. Et donc, on doit parler de coût aussi. Introduire le coût, c'est très important. Pour qui? Est-ce que c'est pour la société, pour le producteur ou bien pour les consommateurs? Qu'est-ce qu'un niveau de fiabilité adéquat? Qu'est-ce qu'un réseau électrique fiable? Oui, autant de questions qui nécessitent des réponses. Voilà, donc là, c'est le réseau électrique fiable. On le définit comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, prix de fiabilité, par contre, à quel niveau de fiabilité la capacité de redondance devrait s'arrêter? C'est-à-dire, on parle d'investissement. La redondance, je vous l'ai dit, c'est un peu le maillage. C'est essayer d'avoir autant de sources que possible et essayer d'avoir autant de lignes qui sont maillées pour transiter l'énergie. Vous allez me dire, mais d'après ce que vous êtes en train de dire, c'est faisable dans la haute tension. Le réseau, il est maillé, mais en basse tension, en moyenne et basse tension, où là, il
il y aura la plus grande consommation et la plus grande intégration renouvelable. Parce que la plupart des renouvelables qu'on va faire, et c'est le cas de plusieurs pays, hein, ce n'est pas uniquement en haute tension, c'est vraiment dans la basse et moyenne tension. Est-ce qu'on pourra maintenir cette fiabilité, sachant que les réseaux de distribution MT, moyenne tension et basse tension, ne sont pas maillés. C'est des réseaux qui sont radiales. Donc il n'y a pas possibilité d'avoir plusieurs chemins de transit d'énergie. Et c'est ça la grande difficulté. Comment assurer cette fiabilité? D'accord? Donc on parle de capacité de redondance. Alors, les méthodes d'évaluation de la fiabilité, on a des approches déterministes et des approches probabilistes. De manière générale, c'est ça les deux familles qui existent. Dans les approches déterministes, il s'agit de sélectionner les cas critiques, hein, donc c'est un petit nombre de cas critiques ou des situations de base, et vérifier le bon fonctionnement du système à travers la représentation précise des conditions d'exploitation de chaque cas. Donc là, c'est un peu faire des scénarios de quelques cas critiques. On les connaît, l'opérateur système les connaît. C'est un peu le système expert. Par expérience, on connaît quels sont les cas les plus critiques pour le réseau. Si on a des pertes de lignes, si on a des pertes d'ouvrages, quels sont les ouvrages critiques? Si on les perdait, il y aura une instabilité, il y aura un blackout qui va avoir lieu. Donc cette approche est adaptée à l'évaluation de la fiabilité en régime transitoire. D'accord? Tout à l'heure, j'ai parlé de régime, c'est un peu le temps qui intervient, le temps planifié, le temps long terme, le court terme et le temps réel. Et donc il faut toujours se positionner en termes de... Pour les méthodes probabilistes, on a tout simplement 4 familles les plus importantes: analytique, méthode de Monte-Carlo, sélection des cas critiques, et les autres méthodes, j'ai cité l'intelligence artificielle parmi ces techniques. On va essayer de les faire rapidement. Pour la méthode analytique, on déduit directement à partir de lois de probabilité la fiabilité des composants, comme on vient de le faire avec un petit exemple, et on essaie de généraliser pour le système entier à partir d'un seul composant. Pour le niveau 1 production, l'application est bonne, avec une représentation très simplifiée. Par contre, pour le niveau 2 production-transport, elle reste limitée au système de petite taille, où la loi discrète de probabilité de la fiabilité du système est calculée exactement. Donc là, plus le système est grand, plus ça devient problématique. Donc il faut essayer de trouver d'autres outils. Là, par exemple, oui, pour le Monte-Carlo aussi, c'est Monte-Carlo qui est très connu comme technique. Donc elle peut être utilisée au niveau 2, c'est-à-dire production et transport. D'accord ? On peut donc estimer la fiabilité par la méthode des indices, ou bien par les indices obtenus dans chaque situation. Voilà, donc ça donne l'avantage de cette méthode, elle est très simple à employer pour prendre en compte les lois de disponibilité des différents composants du système, dont le tirage au sort, et pour représenter finement les conditions d'exploitation. Tirage au sort parce que, tout simplement, il y a toujours l'aspect aléatoire qui est très important, parce que, tout simplement, rien n'est déterministique. Hein, dans les réseaux électriques, il y a plein d'impondérables. Donc la méthode de sélection des cas critiques, elle consiste à énumérer tous les cas possibles de disponibilité de système. Là, on parle de sélection des contingences, analyse des contingences. C'est le terme contingency analysis. C'est un outil qui est utilisé par les opérateurs système et qui permet de classer toutes les perturbations par ordre de sévérité de la plus sévère à la moins sévère. D'accord? Et donc ça, déjà, on aura une liste qui est préparée et qui permet donc de calculer ces indices pour ces cas de figure. Et on a un classement fiable de tous les cas. Très bien. J'ai pris un exemple simple qu'on est en train de développer avec les réseaux de neurones. On l'a fait depuis déjà une vingtaine d'années. Essayer d'utiliser des méthodes dites intelligentes, base de réseaux de neurones par exemple. On peut utiliser aussi la logique floue, on peut utiliser les algorithmes métaheuristiques, génétiques et autres. Et ces outils qui sont robustes, qui nous font gagner beaucoup en termes de modélisation. Parce que avec la modélisation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très difficile de modéliser tous les composants du système électrique avec une précision sans hypothèse simplificatrice. On devrait avoir des super ordinateurs qui permettraient de traiter ces données qui sont énormes pour pouvoir avoir une réponse d'estimation, d'analyse de la fiabilité ou bien de la sûreté de fonctionnement. Et donc, avec les méthodes intelligentes, on n'a pas besoin de modéliser le système. On a
tout simplement des données, un data, c'est une base de données de départ, et on construit le réseau, notre réseau neuronal ou intelligent d'une manière générale, et on essaiera de définir les sorties qu'on désire. Je vais estimer par exemple quelques indices de fiabilité, donc ils seront estimés avec ces méthodes intelligentes. Donc la combinaison de méthodes supervisées et non supervisées, c'est un peu... Généralement, les réseaux, quand on parle de réseaux de neurones, donc il y a l'apprentissage qui est supervisé, c'est-à-dire que pour chaque entrée, je connais la sortie. Et donc c'est comme si un professeur qui va essayer de faire apprendre au réseau de neurones les différentes sorties, identifier les sorties à travers les entrées qu'on a. Et donc on va construire le réseau de neurones qui est tout simplement composé de neurones reliés par des synapses avec des poids donnés. Ces poids sont calculés par des algorithmes classiques. Bon, la rétropropagation du gradient par les moindres cas, etc. C'est simple, on les a programmés il y a une quarantaine d'années à Polytechnique, si vous vous souvenez. On a fait les programmes. On n'avait même pas des outils comme MATLAB. On a tout fait. Ça. On était peut-être parmi les premiers établissements qui ont commencé à appliquer les réseaux de neurones dans le monde entier. Hein. Ce n'est pas uniquement en Algérie. Bah bon, maintenant, on n'a pas continué sur le même rythme. Mais maintenant, ça revient à la mode. Maintenant, c'est tout le monde qui parle d'intelligence artificielle, d'application de techniques intelligentes, et c'est une bonne chose. Ça, c'est un peu l'idée de ces systèmes supervisés. Non supervisés, self-supervised, les apprentissages non supervisés, c'est qu'on n'aura pas besoin de connaître la sortie, mais la sortie sera tout simplement classée d'après tout simplement disons, une ressemblance des états du système. Et donc, elle va classer tous les états. Par exemple, si j'ai un problème au niveau des surcharges d'un transformateur ou bien d'une ligne, en donnant au système ces bases de données, il va les classer d'une manière automatique. Donc, on aura des clusters, ce qu'on appelle des clusters. C'est des familles qui vont avoir les mêmes propriétés. Et c'est en fonction de ces familles qui vont avoir les mêmes propriétés, je peux dire, voilà, ça c'est les familles de fiabilité moindre qui correspondent à tel cas. Les autres, c'est une famille de fiabilité là où ça correspond au cas. Et là, on pourra vraiment avoir une image très intéressante du comportement de tout le système électrique. Voilà, donc ça c'est l'idée hein, de la... Très bien. Donc les facteurs stochastiques, les caractéristiques du système, les décisions de fonctionnement, ça c'est tous les facteurs qui affectent la fiabilité du réseau électrique. Incertitude sur la charge. Et on parle de climat, c'est important, c'est tout simplement toutes les sources intermittentes que sont les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, etc. Donc c'est lié aux conditions climatiques. Pour la production hydraulique, on en a moins, année sec, humide, on a moins il n'y a plus de... Il reste pas, c'est pas vrai. Waouh. J'ai dépassé une demi-heure. Bon, chaque fois, ouais. Tu termines par très bien. Alors, les caractéristiques du système, ce que je voulais... j'aurais besoin de 2 heures pratiquement pour... Alors, voilà, les conditions aléatoires, oui. Là j'insiste sur les systèmes thermiques et les systèmes hydrauliques et les systèmes renouvelables. Je voulais insister sur la manière de traiter cette fiabilité. Une des notions les plus importantes, c'est l'énergie non distribuée, d'accord, qui détermine le niveau adéquat de fiabilité. L'Algérie, elle utilise cette énergie non distribuée comme facteur. Et bien sûr, le niveau adéquat de fiabilité, pour déterminer l'optimum, d'accord, vous avez cette caractéristique. Ça rappelle un peu la frontière de Pareto, où il y a des solutions pour des fonctions antagonistes. Là, on parle de coût et de fiabilité. Bien sûr, plus le coût est important, plus la fiabilité est plus importante, et vice-versa. Donc, on aura besoin de financer plus pour avoir une meilleure fiabilité, inversement. Donc, c'est un peu la frontière de Pareto Et donc, c'est facile de retrouver le degré de fiabilité optimum. L'optimum, bien sûr. Type de consommateur. Donc là, on distingue aussi le coût d'énergie non distribuée qui dépend du pays concerné et du type de consommateur. C'est très important, et de la nature du préjudice. D'accord ? Ça, c'est un peu des notions très importantes. On distingue donc... là, je parle de méthode analytique
pour les méthodes d'estimation du coût d'énergie non distribuée, là on parle de considérations macroéconomiques. Hein. Donc on aura besoin de faire d'utiliser des méthodes analytiques, des sondages d'opinion, enquête auprès des clients ou bien analyse de l'impact des blackouts. Dans chacune de ces méthodes, nous avons voilà, les indices macroéconomiques, c'est le PIB, ou bien le GDP en anglais, Final Electricity Consumption, c'est en dollars par mégawattheure. Vous avez le coût de l'électricité, le contrat consommateur et le coût de l'unité backup. C'est l'unité pratiquement de secours. Okay. Et on a bien sûr, on définit ce qu'on appelle le coût, on appelle le coût nivelé. À la Sonelga, c'est le prix du kilowattheure, c'est le Levelized Cost of Energy. Il est très, très important parce qu'il tient compte de plusieurs facteurs économiques et voilà, donc disponibilité. Voilà par exemple pour le cas de certains pays où on essaie de calculer cette énergie non distribuée, ou bien non distribuée, en dollars, le coût en dollars par kilowattheure. Généralement, ça va de 0,5 pour la Norvège à 30 € par kilowattheure pour la Grande-Bretagne. Vous voyez, donc ça c'est le coût est quand même pour le sondage d'opinion, c'est très important parce que le retour, c'est avoir un peu les effets des coupures, la volonté de payer, combien ils sont prêts à payer pour accroître la fiabilité, volonté d'accepter combien ils devraient être compensés pour avoir accepté ces coupures. C'est aussi une étude très importante à faire. Elle est considérée comme la technique la plus pratique et la plus fiable. Le client est le mieux placé pour évaluer les effets des interruptions et déterminer leurs coûts associés. C'est le bien-être social, tout simplement. Donc d'accord. Donc parmi les impacts des blackouts, on a aussi les impacts directs, économiques, sociaux, et les impacts indirects. Et donc là, c'est un peu tout ce qui concerne l'impact de ces blackouts. Voilà, donc ça c'est très bien. Une étude menée en 2007 à New York City a estimé les dommages des coûts directs et indirects à 30 $ par kilowattheure perdu. Par kilowattheure non alimenté, c'est pratiquement New York, c'est 3 milliards 500 millions à peu près chaque heure de blackout. C'est quand même un prix un coût assez élevé. Hein. Bon, l'indice de fiabilité. Pardon ? Il faut conclure. Il faut conclure. Bon. Sinon, il n'y aura pas de débat. Très bien, dommage. Très bien. Donc, les indices de fiabilité, je parle de deux indices utilisés par les indices déterministes probabilistes. Pour l'indice déterministe, on a la marge de réserve et l'unité la plus grande. Alors, c'est deux tendances, deux écoles dans le monde entier. Nous, en Algérie, on utilise l'unité la plus grande. En parlant de marge, la marge de réserve, c'est une notion très importante parce qu'elle permet de dire quelle est pratiquement la proportion de la réserve qu'on a gardée. C'est une réserve qui tourne, mais qui n'est pas exploitée. Donc, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on a par exemple 19 000 mégawatts, c'est le pic de la demande, et on a pratiquement la capacité installée, c'est 24 000 mégawatts en Algérie. Donc entre 19 000 et 24 000, vous avez pratiquement la marge de la réserve. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est justement, c'est ça. C'est l'unité la plus grande. On essaie de garder, de raisonner en termes d'unité la plus grande gardée. Si on a une unité qui est de 400, 500 mégawatts, ben c'est cette unité qui représentera la marge de la réserve tournante qui est toujours gardée. En plus, au cas où il y a une perturbation, cette marge, elle va essayer de compenser un peu la charge. En absence, bien sûr, d'interconnexion. Très bien. Voilà je cite les indices de fiabilité, tout ça. Ça, c'est tous les indices. Le premier indice, c'est le plus utilisé. Les deux indices, ils se ressemblent. Hein. Les autres, ils sont dérivés de cela. Pratiquement, vous avez ça. La probabilité que la demande de charge prédite dépasse la capacité de production. Voilà. La probabilité que la charge prédite, elle dépasse la capacité de la production. Et elle est estimée en jours par an. D'accord ? Par exemple, 1 jour sur 10 ans, l'objectif fixé aux États-Unis. C'est-à-dire, on tolère une journée sans électricité sur une période de 10 années. Ça, c'est l'indice qui est donc fixé comme indice à ne pas dépasser. Voilà. Donc, très bien. Je termine, puisque apparemment, j'ai dépassé le... Là, je parle des différents indices. Qu'est-ce qu'il y a de... Oui, là, je parle de ces indices, comment ils sont considérés dans certaines compagnies d'électricité, en Amérique du Nord, par exemple, comme
combien ils prennent comme critère pour c'est les seuils minimums de fiabilité. Pour les études aussi, les études pour la région des Balkans et pour la région de Mexico, enfin, c'est le Mexique, qu'est-ce qu'ils prennent comme indice et quelles sont les études qui sont menées dans ce sens. Voilà, j'ai pris ça. Là aussi, le coût moyen de l'énergie non distribuée dans certains pays, à travers les années, valeur de base, taux de change en dollars américains, et vous avez une valeur comparative, ça va de 1,5 $ par kilowattheure jusqu'à 20 $ par kilowattheure. C'est le coût d'énergie non distribuée. Qu'est-ce qu'il y a aussi? L'énergie non distribuée dans le secteur utilisateur suivant le domaine. D'accord, l'industrie, l'agriculture, le commerce, etc. Ça va de 0,43 jusqu'à 5,95. Et c'est toujours lié à l'aspect économique. Ça, c'est le coût de l'énergie non distribuée par secteur utilisateur aux Pays-Bas. Voilà, donc la moyenne, elle est très importante. Généralement, dans toutes les études, on essaiera de prendre la moyenne journalière. Donc, si on veut tout simplement utiliser les indices de fiabilité les plus intéressants sont LOLP, Loss of Load, probabilité et l'énergie non distribuée pour le côté économique. Voilà à peu près donc, ce qu'on fait généralement. Ça, c'est la courbe monotone et j'arrive à la fin. J'arrive à la fin, la conclusion. Je vous laisse, c'est même pas la peine de la lire. Hein. J'ai laissé même en annexe quelques l'état de l'art de certaines techniques intelligentes qui sont utilisées dans la fiabilité, etc. Donc là, je laisse comme ça et je m'excuse pour le retard. Comme ça, merci. Merci.